Le sport de haut niveau offre parfois des scènes d'une ironie absolument cruelle. Ouais, c'est souvent le cas. On observe le coup de sifflet final, un tableau d'affichage qui scelle une défaite bien amère, des joueurs cadres qui ont la tête dans le gazon. La désolation totale, quoi. Exactement, la désolation. Et au milieu de ce marasme collectif, on a un très jeune joueur qui, d'un point de vue purement individuel, de vivre le moment le plus important de sa vie professionnelle. C'est un paradoxe fascinant. C'est exactement cette dynamique de contraste qu'on va décortiquer aujourd'hui dans notre exploration. On s'intéresse de très près au début professionnel du milieu de terrain sénégalais Mamadou Lamine Sadio. Avec le FC Nordsjælland. C'est ça dans le championnat danois. Et je suis vraiment ravie d'aborder ça parce que c'est un cas d'école. Tout à fait. Et l'intérêt de ce dossier, ça réside précisément dans le fait qu'il ne s'agit pas d'un simple fait de match isolé. C'est pas juste une anecdote de fin de rencontre. Non, pas du tout. L'entrée en jeu de ce joueur, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Sous la surface, on trouve une stratégie de recrutement extrêmement agressive. Très calculée même. Voilà, un projet de développement qui en dit très long sur la manière dont les clubs européens structurent leur avenir aujourd'hui. Ce premier match officiel, c'est en fait le crash test d'un investissement planifié de longue date. Alors, pour bien comprendre la valeur de cet investissement, il faut reprendre le parcours à la racine. Mamadou Lamine Sadio, il n'arrive pas de nulle part, il a un pédigré précis. Un très bon pédigré. Les documents de notre analyse mentionnent sa formation initiale au sein de la structure Environnement Foot. Oui, au Sénégal. Et surtout, il arrive avec une étiquette de joueur international. Il a disputé la Coupe du Monde U17 avec le Sénégal. C'est un détail crucial, ça. Justement, on sait que les recruteurs, ils scrutent ces compétitions avec une attention vraiment maniaque. Mais concrètement, qu'est-ce qu'une participation à un mondial U17 garantit à un club européen qui décide de miser sur ce profil ? Alors, garantir, c'est peut-être un mot un peu trop fort. D'accord. Mais disons que ça réduit drastiquement la marge d'erreur, surtout sur l'évaluation psychologique. Disputer un mondial de jeunes, c'est être plongé très tôt dans un environnement sous très haute tension. On parle de gamins qui jouent devant des stades pleins, parfois. Exactement. Les joueurs affrontent non seulement des adversaires qui ont des cultures tactiques diamétralement opposées, mais ils gèrent aussi l'éloignement. Loin de la famille. Loin de la famille, les attentes d'une nation entière et la présence massive des cellules de recrutement dans les tribunes. Tout le monde les regarde. La pression est énorme. Un milieu de terrain qui performe dans ce contexte, ça démontre une imperméabilité à la pression. Il prouve qu'il perd pas ses moyens quand l'enjeu dépasse le simple cadre du football de formation. D'accord, je vois l'idée. Mais est-ce que cette expérience internationale en catégorie de jeunes, ça prépare réellement au choc frontal avec le foot pro adulte ? Ah, c'est une autre paire de manches. Oui, parce que passer du Sénégal au championnat danois en plein hiver, se frotter à des professionnels qui ont 10 ans d'expérience de plus, qui jouent littéralement pour leur survie contractuelle. C'est rude. La transition, ça reste un immense saut dans le vide, non ? C'est un saut dans le vide total. Et c'est précisément là que de très nombreux espoirs se brisent en fait. Le fameux mur du monde professionnel. Voilà. L'intensité physique. Le vice inhérent au jeu adulte. La réduction drastique du temps de décision quand on a le ballon. Aucun mondial de jeunes ne prépare complètement à ça. Ça va beaucoup trop vite. C'est ça. L'acclimatation, c'est un processus d'une brutalité sourde. Surtout que le football scandinave en particulier, ça demande un volume de course très très élevé. C'est très athlétique comme championnat. Extrêmement. Les lignes sont resserrées, les transitions sont fulgurantes. Un jeune milieu de terrain qui arrive d'un autre continent, il doit réinitialiser son logiciel cognitif. Penser différemment. Il doit penser plus vite, libérer le ballon plus tôt. Et c'est pour cette raison que le cadre contractuel offert par le club d'accueil, il est déterminant pour absorber ce choc. Et parlons-en justement de ce cadre, car c'est l'un des éléments les plus marquants de nos sources aujourd'hui. Le contrat, oui. Le joueur a paraphé son engagement officiel en décembre dernier, et le contrat est court jusqu'en 2030. C'est énorme. Un bail de 6 ans. C'est rarissime. Surtout aujourd'hui. Dans l'écosystème actuel du foot où la norme tend plutôt vers des contrats courts pour maintenir les joueurs sous pression ou faciliter la flexibilité de la masse salariale. Ouais, on s'engage moins longtemps d'habitude. Verrouiller un talent sur une telle durée, c'est un signal super puissant de la part de Nordsjælland. C'est une décision qui répond à une double logique en fait, à la fois sportive et purement financière. D'un côté, on pourrait voir ça comme une immense marque de confiance. On te donne du temps. Voilà, le club indique en gros que l'intégration, elle peut prendre le temps nécessaire. Ils absorberont les baisses de régime inhérentes à la post-formation. Mais cette vision, elle est un peu naïve si on omet l'aspect économique. On se doute bien qu'un club pro, ça fait pas dans la philanthropie. Si on offre 6 ans de contrat, c'est avant tout pour
cadenasser un actif financier, non? Il faut regarder ça sous l'angle de la gestion des actifs, très clairement. Un joueur qui vient de briller en compétition internationale de jeunes, il attire inévitablement l'attention. Les gros clubs rôdent autour. C'est ça. Donc en blindant ce contrat jusqu'en 2030, Nordjylland s'assure le contrôle total sur la future valeur marchande du joueur. Ils ont les cartes en main? Exactement. Si le milieu de terrain explose au plus haut niveau d'ici 2 ou 3 ans, le club sera en position de force absolue pour dicter l'indemnité de transfert au cadre européen. Ils n'auront pas le couteau sous la gorge avec une fin de contrat imminente où le joueur pourrait partir gratuitement. Tout à fait. C'est une protection patrimoniale pour le club. Mais il y a quand même un risque non négligeable. Engager des fonds, bloquer une place dans l'effectif sur une durée aussi longue pour un gamin dont le développement physique et tactique n'est même pas achevé. C'est un pari, oui. Si l'adaptation elle échoue, le club se retrouve avec un poids mort sur sa masse salariale pendant des années. C'est le risque inhérent à ce modèle économique très spécifique. Les clubs qui se positionnent sur la post-formation intensive comme ça, ils assument ce pourcentage d'échecs. Ils ont calculé le coût? Ils l'ont calculé car ils savent pertinemment que le succès d'un seul de ces joueurs et sa revente ultérieure, ça financera les erreurs de casting des 10 autres. C'est une logique de capital-risque en fait. C'est une parfaite rationalité de portefeuille d'investissement. Et pour revenir au terrain, c'est précisément ce qui rend l'entrée en jeu de Mamadou Lamine Sadio si cruciale. La direction attendait les premiers signaux de retour sur cet investissement. Et pour le coup, le retour a été foudroyant. Le scénario de sa toute première apparition officielle sous ses nouvelles couleurs, ça ressemble presque à l'idéal théorique. Un début de rêve. L'entraîneur décide de l'injecter dans la partie, et le joueur y perd littéralement aucun temps. Immédiatement décisif. Il trouve le chemin défilé et inscrit son premier but chez les professionnels tout de suite après son entrée en jeu. Voici où ça devient vraiment intéressant. Parce que entrer en cours de match, particulièrement au cœur du milieu de terrain où il faut immédiatement trouver le rythme de la rencontre, le bon placement, calibrer l'intensité des duels. C'est très dur à froid, hein. C'est un exercice hyper complexe. Y ajouter la lucidité nécessaire pour se projeter vers l'avant, se retrouver en position de marquer et concrétiser. C'est fort. Ça dénote un détachement et une maturité qui sont remarquables pour une première apparition. On mesure aisément l'impact que ça peut avoir sur la dynamique interne du club. Valider des semaines d'entraînement, effacer les doutes potentiels liés au changement de continent. Tout ça en une action. Tout ça d'une simple frappe victorieuse. Ça cimente instantanément sa légitimité aux yeux du staff technique et surtout des cadres de l'équipe. C'est un cap essentiel pour asseoir son statut au sein du vestiaire. Le vestiaire l'accepte tout de suite. Un jeune qui arrive de l'étranger, avec l'étiquette de grosse recrue d'avenir. Il est toujours jaugé avec une certaine exigence par les vétérans. Ce but inaugural, il prouve sa valeur d'usage immédiate. Et c'est là que ça devient fascinant. C'est là que ça se corse, oui. C'est là que l'analyse tactique et psychologique de nos sources se complexifie largement. Ce but individuel magnifique, il s'est inscrit dans un cadre collectif qui lui était profondément défaillant. Le paradoxe total. Parce que le FC Nordjylland ne ressort pas vainqueur de cette confrontation face à Viborg FF. Au contraire, l'équipe s'incline sur le score de 2-1. Une défaite cruelle. La performance retentissante du prodige sénégalais se heurte directement à un échec structurel de l'équipe ce jour-là. Comment l'écosystème d'un club digère cette situation de contraste? C'est une situation qui demande une gestion émotionnelle d'équilibriste pour le joueur concerné. Il doit être perdu, le gamin. Au coup de sifflet final, la logique voudrait qu'il explose de joie. Il vient de réaliser l'accomplissement d'une vie professionnelle, marquée en pro en Europe. Le rêve absolu. Mais l'atmosphère du vestiaire, elle est inévitablement plombée par la perte des points face à Viborg. Il y a une véritable dissonance cognitive à gérer ici. L'euphorie d'un côté et la soupe à la grimace de l'autre. L'euphorie intime de la réussite face au deuil collectif de la défaite. Une attitude trop exubérante de sa part, ça pourrait être perçu comme un manque cruel d'empathie envers le groupe. Un manque de respect même. Voire comme une erreur de professionnalisme. Le joueur doit faire preuve de sobriété, ravaler sa joie pour s'aligner sur la gravité du moment. Et c'est justement dans la capacité à lire la pièce, à comprendre l'humeur ambiante, que l'on jauge l'intelligence sociale d'un joueur en devenir. S'il fait la fête tout seul dans son coin. S'il isole sa réussite personnelle du naufrage collectif de manière trop visible, la sanction du groupe peut être très très rude lors des entraînements suivants. Les tacles vont pleuvoir à l'entraînement. Exactement. D'un point de vue purement managérial, par contre, pour l'entraîneur et les recruteurs, c'est une donnée analytique de tout premier plan. C'est-à-dire? Ça prouve que le joueur n'a pas sombré avec le reste de l'édifice tactique. Ah oui, briller quand l'équipe tourne à plein régime, quand le collectif écrase l'adversaire, la tâche est vachement facilitée par la dynamique positive. C'est facile de jouer dans une équipe qui gagne. Mais générer une occasion décisive dans un match qui échappe
totalement à son équipe, où la pression de l'adversaire est dominante, ça requiert un niveau d'abnégation très différent. C'est une compétence cruciale. La capacité à s'extraire de la médiocrité ambiante d'une rencontre difficile. Ça démontre une résilience incroyable. Il n'a pas baissé les bras. Une capacité à créer son propre momentum offensif indépendamment de la désorganisation structurelle autour de lui. Il s'est créé sa chance tout seul. Pour l'analyse de la performance globale, un but arraché dans un contexte de déroute, c'est souvent un indicateur bien plus fiable du potentiel profond du joueur qu'un but inscrit lors d'une victoire éclatante 5-0. C'est très juste. Et d'ailleurs, cette difficulté collective face à Viborg FS, c'est pas un accident isolé si l'on examine la situation globale du club. C'est une tendance. Le résultat de ce match s'inscrit dans la continuité d'une saison assez laborieuse. En scrutant le classement du championnat danois, on constate que le FC Norgeland pointe actuellement à la 6e place. Avec 31 points. C'est ça, 31 points. C'est une position qui, dans n'importe quel championnat, nécessite d'être contextualisée. Toujours regarder les écarts. La 6e place en soi, ça dit rien de la dynamique de compétition. C'est l'écart mathématique par rapport au sommet qui définit la véritable température du club. Et l'espace décisionnel laissé au staff technique. Exactement. Et là, les chiffres rapportés par les sources y sont sans appel. L'équipe accuse un retard abyssal de 19 points sur le leader actuel, l'AGF Aours. 19 points, c'est un gouffre. Un tel gouffre au placement, ça modifie structurellement les objectifs d'une saison complète. On parle plus du tout de corriger le tir pour jouer le titre, là, on parle d'un décrochage définitif. La course au titre est terminée. Comment une direction sportive, elle réagit face à cette réalité mathématique implacable ? Ce chiffre de 19 points de retard, c'est véritablement la clé de voûte pour comprendre le timing précis des débuts de Mamadou Lamine Sadio. Ah oui, le timing n'est pas un hasard. Pas du tout. Quand une équipe se retrouve hors course pour l'objectif suprême, la nature même de la pression interne, elle mute complètement. L'exigence de la victoire à tout prix, chaque week-end pour chasser le leader, ça s'évapore. Le spectre de la crise s'éloigne un peu au profit d'une logique de transition et de préparation. Ça signifie que l'entraîneur il dispose soudainement d'un mandat clair pour expérimenter des choses. C'est exactement ça. Les contraintes du résultat immédiat sautent, ce qui permet d'utiliser le championnat en cours presque comme un laboratoire de développement pour la saison suivante. Alors attention, la pression, elle disparaît jamais totalement.